Hello tout le monde, bienvenue dans la suite de ce format intitulé Bravo Madame. Je vous le rappelle, nous allons à la rencontre de femmes qui, moi, à titre personnel, m'inspirent, que ce soit par leur parcours de vie, leur personnalité, leur métier, peu importe. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte, mais qui, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, m'inspirent à moi. Et je rêvais un petit peu d'avoir un petit chit-chat avec elles et donc de vous le partager. Voilà un peu le concept de base. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse de vous accueillir avec Fanny, que vous ne connaissez sûrement pas, puisqu'elle est pas forcément connue du grand public, mais elle a un parcours absolument génial, très intéressant. Donc sans plus tarder, je n'en dis pas plus, je lui laisse le soin de se présenter. Donc Fanny, déjà merci d'être là. Merci à toi. Bienvenue sur la chaîne. Est-ce que, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Du coup, je suis Fanny, j'ai 33 ans, je vis à Paris depuis un peu plus de 10 ans maintenant. À la base, je suis originaire de Bretagne, très attachée de Bretagne. Tu m'étonnes. Voilà. Et je travaille en tant que styliste lingerie depuis pas mal d'années maintenant. Très beau métier, c'est pour ça que j'ai voulu vous la présenter. Depuis combien de temps? Et ben, j'ai eu mon diplôme en 2013, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Pourquoi tu as choisi d'être styliste lingerie? C'est quelque chose que La lingerie, c'est venu après, en fait, avec les études que j'ai faites. Au départ, on fait d'abord du prêt-à-porter pour la femme. Ouais. Et ensuite, on a une dernière année, on se spécialise, donc tu peux choisir de l'accessoire, de l'homme, de l'enfant. Ouais. Et la lingerie, c'est venu sur des dossiers où j'ai commencé à travailler des dentelles, des petites matières, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant de travailler sur quelque chose de tout petit. Ouais. Après avoir travaillé sur des tailleurs, des jupes, des métrages de tissu par terre, je me suis dit c'est pas mal aussi de travailler sur un format qui est comme ça. C'est le jour et la nuit. Voilà, c'est ça. Et finalement, c'est venu un peu comme une évidence et ça m'a plu tout de suite. C'est vrai. Ouais. Voilà. Tellement minutieux, c'est tellement. Je pense que c'est un travail. C'est dans le détail. Ouais, dans le détail, vraiment. C'est fou, enfin, c'est passionnant. On va y revenir de toute façon. Du coup, pour celles et ceux que ça intéresse, on sait jamais, quelles études tu as suivies? Ouais, alors moi j'ai fait l'école S-Mode. Ok. J'ai commencé du coup sur l'école de Rennes. Ils ont différentes entités sur la France. Ouais. Tu peux même aussi le faire dans le monde. Okay. Je crois qu'il y a 15 écoles plus ou moins dans le monde. Et du coup, moi j'ai commencé à Rennes parce que je venais de Brest à la base. Petit à petit, voilà, je me suis éloignée. Et par contre, l'année de spécialisation, j'étais sur Paris. Et du coup, toujours au sein de la même école. Donc c'est une école privée. Il y a plein d'autres écoles. Ça aussi, toutes n'ont pas la spécialité lingerie pour nous. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu travailles avec une seule et même marque ou est-ce que tu es en freelance? Comment ça se passe? Alors, je suis en freelance, mais dans les médias, je suis pour un seul client. D'accord. Donc, il y a une seule entreprise avec qui je travaille. L'idée, c'est de pouvoir en avoir d'autres aussi de façon plus ponctuelle. Ouais. Parce que là, dans l'entreprise, je suis vraiment installée, on travaille toutes les semaines avec les filles. Okay. Et après, avoir des petits projets à côté de temps en temps. Mais ça demande du temps, il faut aller aussi chercher les gens, ça dépend du projet. Si c'est un projet qui part de zéro, si c'est un projet qui est déjà installé pour une seule collection. Ouais, c'est hyper intéressant. Bah, en fait, quand on est passionné, je pense que ça se fait tout seul. On en a déjà parlé pas mal de fois en off, et ce genre de persuadé, ça doit être. Déjà, quand tu aimes ce que tu fais, peu importe, déjà, c'est totalement différent. Tu t'éclates, tu prends plaisir à le faire. Les horaires sont pas. Tu les suis moins. Faut être motivé et être passionné, sinon, clairement, c'est un peu un choc quand on sort du bac et qu'on a ça. Moi, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué juste avant et ça m'a permis de voir ce que c'était quand on sort de l'école aussi. Ouais. Et ça a été un peu une étape entre les deux et de pouvoir avoir un rythme un peu plus soutenu. Parce que faut être prêt aussi d'un point de vue physique pour pouvoir absorber toute la charge de travail qu'on a pendant les études. Ouais. Ça, je m'entends. T'as passé le cap après, tu dois être bien content quand t'es installé. Les nuits blanches sur la machine à coudre, on les a toutes connues. Oh là là. Donc, faut être un minimum passionné, sinon on est très vite lâché. Et du coup, là maintenant, ce serait à peu près. Qu'est-ce que tu dirais que tu aimes le plus dans ce métier? Et peut-être inversement, les points négatifs, s'il y en a. Je pense que j'aime le plus, ça va être justement de partir de la matière, choisir la matière, c'est le moment qu'on aime le plus. On fait des salons professionnels. Okay. Et quand tu le fais à deux ou entre collègues, c'est top parce qu'il y a ce côté où, là, typiquement dans le travail d'aujourd'hui, on touche et on sait toutes les deux qu'on va réussir à en faire quelque chose.
Et du coup, on se projette et on se dit, ah, ce tissu-là, il est trop bien, on le veut absolument. Et ce moment où tu reçois l'échantillon au bureau et tu te dis, c'est parti, on dessine les coquilles, on y va. Je pense que c'est ce moment-là où tu as le plus de magie un petit peu et tu te dis vraiment, bouillir là. Bah, c'est ça, on l'imagine tout de suite. On a toujours un réflexe, c'est qu'on le pose sur nous, on voit comment ça rend. Et du coup, on se projette avec la matière et là, c'est le moment qui est vraiment top. Ah, tu m'étonnes. C'est vraiment partir de zéro et après, tu vois les produits. La matière, c'est vraiment ça qui fait plus ou moins ton produit aussi. Et côté, entre guillemets, inconvénient, je pense que c'est toute la logistique qu'il y a après ensuite avec les usines de confection. Des fois, il y a des ratés, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça demande beaucoup de temps. Donc finalement, quand on est styliste, on peut imaginer qu'on est là en train de faire des dessins, faire de la création, etc. Mais il y a aussi beaucoup de logistique derrière, beaucoup d'échanges de mails. Et beaucoup de mauvaises surprises sur des produits qui sont pas comme on voulait, sur des productions qui ont un problème, etc. Donc ça, c'est la partie manquante. Bon, il en faut une là. On fait une petite pause pour vous introduire le partenaire de cette vidéo. Mesdames et messieurs, Shopify. Ce nom vous est probablement plus inconnu à force, c'est une plateforme de commerce. Mais d'ailleurs à l'écran, la boutique que j'ai créée avec Shopify pour vendre mes e-books de cuisine. Et à l'époque, je n'avais jamais fait ça de toute ma vie. Et quand j'ai vu le résultat, j'étais plutôt très fière. Parce que en fait, tout était hyper intuitif, hyper facile. Ils ont notamment une fonctionnalité appelée Shopify Magique. Et en gros, c'est une suite d'outils d'IA pour t'aider à rédiger les meilleures descriptions produits, améliorer les images, etc. Par exemple, si je tape des mots-clés du produit que je veux mettre en vente, je peux même choisir le ton employé, je génère et j'ai une description parfaite. On gagne en temps, en efficacité, franchement c'est fou. On peut faire la même chose sur les campagnes d'emailing, donc de newsletter pour améliorer leur performance. C'est vraiment, je trouve, un outil qui est phare, qui devient vite indispensable. Si toi aussi tu as un projet de boutique en ligne, que ce soit en activité principale ou en hobby à côté, je le conseille à tout le monde, tant il est complet. Et si par cas vous passez par mon lien, donc qui s'affiche juste à l'écran ici ou en barre d'infos, vous avez droit à un essai gratuit, donc profitez-en. Un grand merci Shopify et retour à l'interview. Est-ce que, je pense qu'on va revenir dans quelques minutes sur ton boulot, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse, parce que du coup on va en parler, on va parler un peu santé. Bienvenue au club, tu es en fauteuil comme moi, mais est-ce que tu peux expliquer, oui ou pas tout moi j'ai eu un accident en 2006, donc ça commence à dater. 2006, moi 2005. Ouais, et du coup j'avais tout juste 15 ans et en fait j'étais à l'étage d'une maison chez une amie et c'était pas très bien sécurisé, on va dire, en même temps on pas trop. On ne devait pas aller là, logiquement. C'était dans la continuité d'une terrasse au niveau du salon et en fait c'était pas protégé et en fait moi j'étais debout et j'ai fait un pas en arrière et le souci c'est que derrière c'était un toit en plexiglas qui n'est pas du tout fait pour supporter le poids de l'être humain, même si j'avais que 15 ans. Et malheureusement avec le poids je suis passée à travers, mais je suis tombée d'une hauteur pas très haute, 2,50 m plus ou moins, mais je suis tombée sur le dos. Et du coup, je me suis fracturé une vertèbre qui est venue comprimer les moelle épinière. Donc par chance, qui n'est pas venu la sectionner, mais qui est venu quand même bien la comprimer. Et du coup, s'en est suivi opération, rééducation, centre de rééducation. Et tout réapprendre un petit peu. Et j'étais adolescente, donc du coup j'étais encore chez mes parents. Donc on a réadapté des choses chez mes parents, on a fait une petite maison un petit peu au rez-de-chaussée. C'est une grande chambre qui est top. C'est trop drôle. C'est un petit appartement. Pensez à moi. C'est exact. C'est juste pas le même accident, mais pour le coup, même âge, même situation. Ouais, bouleversement de l'adolescence, mais voilà, parents très présents, donc voilà, groupe d'amis, etc. Donc je pense qu'on se rend peut-être moins compte de ce que ça représente comme changement que quand on est adulte et qu'on a une vie très installée et qu'il faut vraiment tout revoir. C'est différent, c'est très difficile aussi, et à tout âge de toute façon. C'est un bouleversement de vie qui est tellement énorme que, évidemment, de toute façon, il te faut toujours beaucoup de temps pour l'assimiler. Mais quelque part, je pense qu'à nos âges, c'est la période où tu te construis. Mais je pense que tu as cette innocence, cette naïveté, mais c'est la naïveté, je pense, exactement que quelques années après. C'est ça, c'est souvent ce que je dis en général, c'est la naïveté qui fait que du coup je le vivais presque mieux. Et à mon avis, c'est presque plus mon entourage qui a trouvé dur. Parce qu'ils se rendaient compte de ce que ça allait avoir comme impact. Alors que moi, pas forcément, je pense que j'étais encore dans une logique de je retourne au lycée, tout va reprendre comme avant. Et en fait, je pense que je réalisais pas que j'allais vraiment être en fauteuil.
et qu'il allait falloir tout revoir parce que le lycée n'était pas accessible, parce que voilà, je pensais pas à tout ça. Est-ce que tu pensais, toi, dans ta tête, que tu allais récupérer? Je pensais que j'allais récupérer et en même temps, j'étais pas du tout dans une option de il faut absolument que je récupère, que je marche. Okay. Ça venait comme ça, j'étais dans un très bon centre de rééducation, j'avais une kiné avec qui je m'entendais très bien. Ouais, ça, et j'ai surtout eu des très bons amis là-bas. Vraiment, ça a été un moment, c'était un peu l'internat, donc voilà, l'internat avec des gens qui ont 16 ans, on s'amuse comme des ados finalement. Et voilà, j'ai vraiment créé des amitiés très belles là-bas, et du coup, je pense que ça a rendu aussi le tout moment difficile. Il y a eu des moments difficiles, mais avec le recul, on garde surtout le positif finalement. Ouais, c'est clair, c'est ce qu'il faut. Et c'est avec beaucoup de recul aussi. Ça se fait pas comme ça. Toutes mes copines commençaient à sortir. Et du coup, moi, les premières boîtes, les choses comme ça, les premières sorties, j'étais complètement en dehors de tout ça. Donc heureusement, j'avais une maman aussi qui faisait un peu attention, qui appelait les autres mamans, qui faisait en sorte d'organiser des choses aussi avec mes copines. Mais j'avais un bon groupe d'amis à cette époque-là. De toute façon, l'entourage, c'est ce qu'il y a de plus important. Je n'ose pas imaginer ceux qui sont seuls à traverser ça, ou presque. Franchement, je n'ose pas imaginer. Ouais, non, c'est dur. Ça crée une relation différente et je pense que ça permet un peu de rajouter de la légèreté à ce qui est en train de se passer. Et on se dit, bon, allez, on continue de vivre et puis go. Non, c'est sûr. Est-ce que, parce que du coup, t'étais jeune, donc est-ce qu'à cet âge-là, quand tu as eu ton accident, tu savais plus ou moins quel chemin professionnel tu allais emprunter, quel métier tu allais faire ou pas du tout? Ouais, en fait, même avant d'avoir mon accident, je savais que je voulais me tourner vers quelque chose qui soit manuel, un peu créatif. Déjà, de base, je savais que je voulais être là-dedans. Donc l'accident n'a pas forcément changé. Je pense que ça m'a renforcé les choses parce que c'est une anecdote que je raconte souvent, mais dans le centre de rééducation où j'étais, il n'y avait pas les cours du lycée, il y avait le collège, et après il y avait un BEP secrétariat. Et en fait, il y avait une conseillère d'orientation et moi je lui parlais de mon projet et je pense que j'étais très dans la naïveté de dire, je sais pas, je vais être dans quelque chose de créatif, que ce soit de la mode, via de la coiffure, via des vêtements, etc. Et je pense que la conseillère d'orientation se disait, elle n'a pas du tout les pieds sur terre, elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et du coup, je la revois me dire, mais pourquoi pas un BEP secrétariat? Et je me suis dit, ça y est, je suis en fauteuil, donc tout de suite, je vais être secrétaire derrière un bureau, c'est pas possible. Exactement ça, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est exactement ça. Et en fait, j'ai trouvé tellement dur de me dire que cette personne-là, professionnelle dans un centre de rééducation, n'était pas dans mon encouragement et tout de suite était dans quelque chose de très réducteur. C'est dur. Et du coup, encore plus enfermée dans quelque chose lié au handicap. Et je crois que ça a été encore plus un motivateur derrière en me disant, non, je serai secrétaire. Et alors, je serai secrétaire chez Louis Vuitton à la limite. Mais en tout cas, voilà, il n'est pas question que ça décide ce que je vais faire dans ma vie. Et je vais en tout cas au moins essayer de faire ce que je veux faire. Et Dieu merci. Et en fonction, on verra ce qui se passe. Ouais, non, c'est fort, c'est trop bien. Ouais. C'est fou comment, selon les personnes, surtout que t'es jeune à ce moment-là, et pareil, tu vois, si t'es pas un minimum entouré, parce que tu aurais très bien pu suivre la vie de cette dame et partir dans une voie qui t'intéressait pas du tout et voilà, par défaut, juste parce que t'es en fauteuil, ça réduit tes possibilités de vie, alors qu'en vrai, laquelle s'arrête. C'est ça, puis il faut voir un petit peu plus loin, tout de suite le secrétariat. Tout de suite. Moi, ça m'a fait un peu un choc et je me suis dit, je comprends. Je le conçois pas. Je comprends parfaitement. Moi, c'était un truc, je l'ai fait parce que ça m'intéressait et que j'ai toujours, même avant mon accident, moi je voulais bosser dans le médical, je voulais être secrétaire médicale et ça, pour le coup, ça m'intéressait. Il se trouve que quand j'ai eu mon accident, je me suis dit, je peux toujours l'exercer et même, voilà, ça a arrangé tout le monde, tu vois. Mais je pense que si j'avais été dans ton cas, j'aurais hyper mal vécu aussi. Je pense que pour le coup, j'aurais. Du coup, j'en ai pas mal parlé avec mes parents, etc. Et en fait, finalement, ils ont un peu fait comme n'importe quel parent, ils m'ont dit passe ton bac. Et on verra ensuite, mets ton bac avec tout ce que tu peux avoir, après tu pourras aller où tu veux et discuter en fonction. Ouais, mais c'est cool. Bon, tu vois, t'as fait bon chemin en tout cas. C'est ça. Et je faisais les salons étudiants et j'allais tout le temps voir l'école que je voulais aller faire et ce prof me voyait plus ou moins tous les ans. Et elle me disait, encore vous? Je disais, oui, toujours. C'est toujours là que je veux aller. Donc,
ténacité. Ça Ouais. fait... Et là aujourd'hui, du coup, tu vis en totale indépendance À Paris, ouais. qui est pas une vie facile Non, quand vraiment on pas. fauteuil. Absolument pas. Moi, j'en parle tout le temps, je les saoule sur ma chaîne. Non, je les saoule pas, je crois pas. Mais je leur en parle souvent pour dire à quel point voilà, c'est pas simple. Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui a un handicap et qui souhaiterait s'installer ici? Déjà, je pense bien choisir son lieu de vie. Faut être patient, clairement, mais je sais que quand je me suis installée, je faisais très attention au transport. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Ouais, où est-ce que ça peut m'amener? Est-ce que c'est des lignes intéressantes? Et surtout, on a tendance à se dire je vais dans un immeuble avec une rue plus ou moins calme, etc. Mais en fait, finalement, qui dit rue calme dit plus ou moins pas de commerce, pas forcément des transports en commun. Donc, il faut être assez stratégique et se dire il me faut au moins un commerce pour pouvoir faire mes courses. Ouais. Une petite pharmacie pas très loin. Ouais. À la limite, la boulangerie, mais là, on commence à pousser. Et surtout, avoir le réflexe d'être sur Street View tout le temps. Ouais. Pour voir comment on fait les immeubles, comment il fait la rue, est-ce que ça monte, ça descend, est-ce que les commerces autour ont l'air accessibles. Parce que je sais que dans mes recherches, il y a des moments où je me disais l'endroit a l'air top, l'immeuble a l'air hyper cool, et en fait je me disais c'est isolé, il n'y a pas de commerce à côté, ça veut dire que je sais pas trop comment je vais y aller, je peux pas être autonome, les bus ils sont un petit peu loin, donc en fait on peut se trouver un super logement, mais si autour on n'a rien et qu'on n'est pas autonome, c'est très compliqué. Il y a tellement de paramètres, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais en fait il faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'immeuble et que l'accessibilité de son immeuble. C'est tout ce qui est autour et qui fait notre vie, et qui fait que il y a des transports, il y a des commerces, ça c'est très important. Du coup, on parlait en off, toi pour te déplacer dans Paris, tu fais essentiellement taxi, bus. J'avoue que l'arrivée des VTC, ça m'a quand même beaucoup changé la vie. Les taxis avant, c'était pas quelque chose que je prenais, puis c'était quand même très cher. Ils voulaient pas toujours nous emmener partout, etc. Et quand je pense que c'est l'Uber, le premier, je sais plus. Et ça, pour le coup, ça a un peu changé ma vie pour me déplacer. C'est un budget, faut le mettre dans son budget du mois. Mais en tout cas, ça aide beaucoup quand il fait pas beau, quand il pleut, quand il faut se déplacer loin. Et sinon, le système de bus aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Il y a le tram aussi. Il y a des options. Il y a des options. Mais il faut être organisé. Mais il faut être très organisé et toujours anticiper. Je pense que c'est le maître mot. Et j'ai appris elle est tellement autonome, vous savez. C'est pour ça qu'elle est sur ce format. Vraiment, elle m'inspire et pas que sur l'aspect pro, il y a tout quoi. C'est fou. Non, vraiment bravo. Est-ce que tu as ressenti, ou est-ce que tu ressens encore que ton handicap peut être un frein parfois dans ton activité? En fait, ça l'a été, mais un peu comme pour le choix des écoles, c'est que le problème, c'est que je postulais potentiellement des endroits qui n'étaient pas accessibles. Ah ouais. Donc, j'ai envoyé des lettres de motivation et je sais qu'il y avait tout un débat à un moment où je me disais est-ce que j'ai introduit le fait que je suis en situation de handicap ou est-ce que je le dis pas et je le dis près au téléphone? Parce que sur papier, je pense que des fois, ça peut faire un peu peur, complètement. Mais je me suis rendu compte du deuxième paramètre qui est aussi l'accessibilité des locaux. Donc j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent en fait on peut même pas, on n'a pas d'intérêt à vous faire passer à l'entretien parce que de toute façon on ne pourra pas vous accueillir chez nous. Donc ça c'est ce qui est très dur de se dire je me suis bataillée pour mes études, j'y suis arrivée, j'ai mon diplôme en poche et en fait derrière les choses ne sont pas adaptées et du coup je peux pas faire mon métier comme je le veux. Donc ça a été dur. Après je pense que une fois que les gens nous voient et qu'on discute avec eux, tout de suite ça s'oublie. C'est clair. Mais s'il n'y a pas eu ce premier contact avant, ça peut être compliqué. Là, pour le coup, je suis dans une entreprise où elles ont été au top parce qu'on a voulu changer de bureau. Et trouver des bureaux dans Paris qui étaient accessibles, ça a été une année. On en avait trouvé, mais il y avait une petite rampe qui était toute petite que j'arrivais même pas à monter toute seule. On a voulu mettre un élévateur, ça a mis 2 mois à se mettre en place. Enfin, tout était process, fallait qu'il y ait un ascenseur, je rentrais pas dans certains ascenseurs. Et du coup, c'est là où on se dit je suis dans une équipe qui me prend en considération jusqu'au bout et qui du coup prend cet élément-là aussi en compte. C'est beau. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on avait tendance à me dire, va vers les grands groupes. Ouais. Parce que du coup, il y a plus d'argent, c'est des locaux plus importants, en général c'est adapté. Ce qui était le cas quand j'ai commencé par Etam. Ouais. Mais je préfère l'ambiance des petites équipes. Du coup, ça joue aussi dans les locaux, quoi. Ouais, c'est ça. Là encore, il y a les avantages et les inconvénients, mais tant que ça te permet, toi, d'exercer ton activité sans que ce soit pénible au quotidien. Il faut se vendre 2 fois plus, peut-être. Ouais, mais clairement. Ça me fascine.
où est-ce que tu puisses ta créativité? Parce que c'est quand même, évidemment, c'est un métier qui est Ouais. hyper créatif, et particulièrement la lingerie. Moi, de toute façon, vous êtes une équipe, t'es pas toute seule. Non, je suis pas toute seule. Mais est-ce qu'il y a des moments où t'as trop d'idées? Bah, je pense, comme je te disais tout à l'heure, le moment où on commence à voir les matières, c'est là où on se dit, je vois le truc. Ah ouais, c'est Et après, c'est un peu tout. Je pense que comme tout le monde, on regarde ce qui se fait sur Ouais, les bien autres sûr. marques, on se dit, c'est pas mal, on pourrait faire ça différemment. Ouais, Et nous, ce qu'on aime bien, c'est travailler un peu sur le mannequin d'accord. et commencer à épingler un peu dans tous les sens. Et bon, après, on retourne à la réalité, on se dit, ça va coûter beaucoup trop cher, on peut pas faire ça. J'imagine qu'il y a toujours Et voilà, et là, on se dit qu'on s'emballe beaucoup trop. Mais je pense que tout part de la matière, et à partir de ce moment-là, on s'inspire et on se dit, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on prend des accessoires, et on passe du temps à associer les choses, et puis c'est là que ça vient petit à petit. On parlait en off, tu me disais la fois d'avant qu'on s'était vu, ça pouvait se jouer, mais à même C'est pas des réglages, millimètres, où des fois on me dit faut enlever 0,2 cm. Ouais. Et tout est à ça près, et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est cool, c'est un métier passion aussi quelque part. Exactement. Je pense que tout ce qui est créativité, même pour la création de contenu, j'ai beaucoup de choses, je crois que dès qu'il y a un moment de créativité, c'est votre passion derrière. Non, bah ça suit pas. Ça suit pas. Est-ce que tu as des passions en dehors de tes hobbies, des passions Beaucoup la musique, beaucoup de D'accord. concerts, beaucoup de festivals. Donc là, pour le coup, pareil, un peu confronté à des fois des moments où c'est pas toujours hyper accessible. Mais quand on est bien entouré, qu'on a des amis qui nous emmènent, Ouais. donc ça vraiment, c'est vrai que les week-ends, c'est beaucoup avec la musique, être entouré de musique. Et... Puis tu dois t'éclater ici. À Paris, il y a toujours quelque chose, donc je pense que c'est ce qui fait que je suis bien à Paris aussi. Ouais, je comprends. J'aime beaucoup la Bretagne, mais je crois que je m'ennuierai un petit peu. Bah, une fois que tu as connu cette vie-là, où bah, y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire à Il y a Paris. toujours de l'animation. Exactement. Et du coup, en termes de concerts ou de festivals. Bah, tiens, si tu pouvais nous, grosso modo dans les grandes lignes, nous décrire un peu une journée en tant que famille, styliste, lingerie. Ouais, et ben je pense qu'il n'y a pas de journée type, justement. Voilà, il n'y a pas Non, de. non, pas vraiment. team pour En fait, tout dépend de la phase dans laquelle on est au niveau de la collection. Ok. Mais ça commence souvent par l'ouverture des mails et voir tout ce qui se passe. C'est pas le S'il n'y a pas d'urgence, si on n'a pas de panique, on n'a pas de choses à gérer trop vives, et vraiment pour le faire tout de suite. Mais après, soit on est en phase de création et du coup on sort tous nos bacs de tissus, on sélectionne, on commence un peu à se dire ça on aime bien, ça on n'aime pas, et on va vers tout ça. Sinon on va être plus avancé, et dans ces cas-là on est vraiment sur les prototypes qu'on reçoit. Ouais. Et on travaille avec des modélistes, et du coup on fait les essayages sur mannequin. Et là c'est le moment où voilà, on fait tous ces petits réglages, on commence à se dire est-ce que ça correspond à ce qu'on avait imaginé aussi. Ouais. Il y a des fois des choses sur papier qu'on trouvait canon, et on les voit en vrai, on se dit Ouais, ça, finalement c'est pas top, il se passe pas grand chose, on n'aime pas. Donc il y a ça, et après il y a tous les rendez-vous avec les fournisseurs, aller voir les nouveautés, ils viennent nous montrer les tissus, mais il y a beaucoup de gestion de mail aussi. Parce que toi, tu fais à la fois télétravail et à la fois tu vas au bureau. Ouais, je suis en présentiel aussi, et sinon télétravail, mais c'est un métier où tu peux difficilement être vraiment tout le temps en télétravail. Parce qu'on reçoit des choses, on doit valider des coloris par exemple, que le coloris de ta bretelle soit le même que le coloris de ta dentelle. Enfin, on a tout ça à voir, donc en fait on a besoin d'être au bureau, d'avoir vraiment tout à disposition. Et ça permet d'équilibrer. Je trouve que c'est cool d'allier les deux. Tout télétravail, je pourrais pas. Je pense que j'ai besoin de. Ouais, t'aimes bien. Pour le coup, j'ai besoin d'être en équipe. J'aime bien travailler à plusieurs. C'est vraiment une question d'habitude. On en parle avec Tanguy. Tanguy est plutôt comme toi. Ouais. Alors que moi, c'est différent parce que moi, j'ai toujours plus ou moins bossé depuis chez moi. Ouais. Les expériences professionnelles que j'ai eues avant, c'était dans les cadres de stage, mais de longue durée dans ma entreprise, et que j'ai adoré et tout. Mais à partir du moment où j'ai bossé pour moi depuis la maison, en fait, ça me plaît vraiment, et c'est pas quelque chose qui me manque. Si je devais travailler dans un bureau demain, ça me plairait, mais je ne ferais pas tous les jours. Du coup, le fait d'être indépendante et d'être freelance aujourd'hui, je pense que j'aurais beaucoup de mal à faire le chemin arrière et de devenir salariée. Ouais. Et d'avoir un présentiel du lundi au vendredi, avec des horaires qui ne doivent pas bouger. Et finalement, la liberté aujourd'hui, après ça dépend de qui on travaille aussi. J'ai une équipe qui, pour le coup, est top là-dessus. Et voilà, c'est pas parce que j'arrive une demi-heure après qu'on va se dire elle est pas à l'heure. Voilà, j'ai connu ça dans d'autres expériences, et ça met une pression qui n'est pas du tout forcément
top derrière, pas productive non plus. Donc là, je suis à 2 jours, c'est très bien. Au moins, on est concentré, on sait ce qu'on a à faire. Et on se dit, on a une to-do journée, il faut qu'on voit tout ça ensemble. Et puis après, t'as besoin de t'isoler, d'être sur des dossiers, t'es en télétravail. Et... Ouais, en mode robot, quoi. C'est le meilleur des deux mondes. Voilà, un bon mélange, c'est l'équilibre. Un bon mélange. Est-ce que, bon, on va te poser sur deux petites questions. Ce serait, quelle est ta plus grande fierté ou ton plus grand succès? Bah justement, je pense que c'est le métier que je fais aujourd'hui. En fait, c'était tellement mon leitmotiv que je me suis battue pour le coup, dans les études, normalement, on les fait en 3 ans. Moi, j'ai dû la faire en 4 parce que la deuxième année était physiquement très difficile. On est sur des mannequins, on est toujours comme ça en hauteur. Il faut couper du tissu. Moi, j'étais littéralement par terre en train de couper du tissu. Enfin, voilà, je ne pouvais pas du tout travailler de la même façon que les autres. Et déjà, en étant valide, c'était difficile. Ouais. Et du coup, pour moi, c'était inconcevable d'arrêter mes études. Je n'ai jamais posé la question. Non. Voilà. Non. Je sais pas si je vais arriver. Enfin, tu t'es jamais. C'était dur, mais je me suis dit, je lâche pas. En fait, puis il n'y a pas d'autre choix. En fait, je savais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre dans ma vie. Donc il n'y avait pas de plan B. Ouais. Et on en a discuté avec l'école, avec mes parents. Je pense que mes parents s'inquiétaient aussi un peu de ma santé physique, il fallait tenir. C'est normal. Et du coup, on s'est dit, bah, la deuxième année, on la met en 2 temps. Donc, j'ai fait une deuxième année avec que le stylisme. Et ma deuxième année en faisant que la partie modélisme et couture, qui est du coup très physique. Mais au moins, le fait d'avoir les deux, bah, j'ai fait mon année comme ça. Et au final, j'ai fait 4 ans de 3. Mais j'y suis arrivée. Et par contre, au bout des 4 ans, je suis épuisée, on arrête. Maintenant, c'est bon, c'est fini. Tu peux être méga fière. Ouais, et puis le moment, je pense surtout où j'ai eu mes premiers jours de stage. Où là, ça devient concret. Ouais, c'est ça. Et là, tu dis, c'est pied bon. dedans, quoi. J'y suis arrivée, je suis dedans, je suis entourée de stylistes, je vois des panneaux avec des inspirations partout. Je dis, ok, c'est bon, je suis là où je voulais être. C'est là que tu dois me dire, tu te dis, bah, en fait, tous les efforts, ouais. toutes les douleurs, parce que c'est ça. On a eu. Ouais. Bah, ça finit par payer. Complètement. Tu y es, t'es styliste. Ouais, c'est ça. Tu l'as fait et oui, tu t'es bâti plus fort que les autres, mais c'est tellement méritant, quoi. C'est chouette. Et je suis pas secrétaire. T'es pas secrétaire. J'ai tellement envie de retourner voir les gens avant et leur dire que je suis arrivée. Et on adore les secrétaires, loin de là. Oui, je défends pas le métier de secrétaire. Quand t'as un rêve et que t'as une passion et tout, c'est trop important d'aller jusqu'au bout si tu peux. Parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Non, après, je pense que j'aurais pu me dire j'arrête parce que c'est trop compliqué, mais au moins j'aurais essayé. Tu l'as fait. Mais je pense que c'était pas dans ma tête de me dire j'arrête. En fait, c'est le caractère. Aussi. T'as une force de caractère et on l'a ou on l'a pas et on l'utilise pas, mais c'est très chouette. Et est-ce que, pour terminer sur une jolie touche, est-ce que tu as un goal ou un objectif que tu voudrais accomplir? Et ben, ça s'est fait plus ou moins au fur et à mesure, mais ce serait pas forcément professionnel. Ouais, ça peut être. J'aurais plus envie d'aller vers des choses un peu associatives. En fait, au départ, je pensais vraiment faire ce métier toute ma vie. D'accord. Et j'ai très envie de le continuer, mais je crois qu'il y a un moment où j'aurais envie de faire des choses qui ont peut-être plus de sens. D'accord. C'est génial de faire des culottes et des soutiens-gorge, mais ça sauve pas des vies, quoi. Non, mais ça, je comprends pas. Et c'est vrai qu'à un moment, c'était aussi lié à mon parcours et aux amitiés que j'ai eues. Mais j'avais très envie de me tourner vers tout ce qui était conseillère d'image. Et d'avoir quelque chose avec, je sais pas, un centre qui soit destiné aux femmes, qui soit malades, soit qualité de la vie ou autre. Et d'être vraiment dans ce côté estime de soi, un petit peu se rebooster, savoir qu'est-ce qui nous va ou qu'est-ce qui ne va pas, ou juste qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir de ma zone de confort et aller vers ça et se retrouver un petit peu soi. Et c'est vrai que j'avais envie d'aller vers ça. Pour le coup, ce serait pas à destination de se dire je fais ça pour avoir un salaire, etc. Vraiment, je pense que ce serait un métier à destination des autres et de faire quelque chose qui te nourrit, toi. Qui aurait un sens différent. Ouais, complètement. Ouais. Et puis parce que c'est beau, c'est important. On oublie complètement cet aspect-là et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais je pense que quand on est une femme aussi, on a envie de s'y retrouver. On ne peut plus mettre tout ce qu'on veut, il y a plein de contraintes et au final, on a envie que les gens nous regardent pour ce qu'on est et pas forcément pour le fauteuil. Exactement. Et avoir ce petit ego boost un peu, de se dire là je suis bien, je sais pas, moi j'ai l'impression du visage, j'ai mis le pull que j'adore, les bijoux que j'adore.
et sortir de sa zone de confort, parce que quand on est en centre de rééducation, quand on est dans la maladie ou à l'hôpital, etc., c'est vrai que ton apparence que tu renvoies et juste le confort que tu as dans ta propre peau, c'est pas ce qui passe en priorité. On pense au confort, donc on met des joggings, on met des trucs faciles à enfiler, désenfiler, pour aller chez le kiné, etc. Et en fait, quand on sort de là, faut revenir dans la vie. Et je pense que c'est aussi le lien avec mes études, c'est que moi, ça m'a vraiment aidé à reprendre un peu confiance en moi et de se redire, je garde ma part de féminité malgré ce qui s'est passé. Et du coup, c'est vrai que ça me plairait de pouvoir faire quelque chose avec peut-être d'autres corps de métier, mais d'avoir vraiment quelque chose autour du soin, autour de la beauté, autour du stylisme. Je sais que dans les premières années où j'étais hyper coquette avant mon accident, c'est vraiment la fille jusqu'au bout des ongles, quoi. Et même si j'étais jeune, j'ai toujours été, j'ai eu l'accident et j'ai totalement oublié. Et franchement, je voyais que le fauteuil. Et j'avais l'impression que tout le monde ne voyait que le fauteuil aussi. Ouais, c'est ça. Donc je me maquillais plus, je me m'apprêtais plus, je faisais pas spécialement attention à moi, alors que j'adorais ça avant. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur YouTube. J'ai commencé à faire j'ai découvert les vidéos beauté et tout. Et c'est vraiment moi ce qui m'a permis de me reconnecter un peu avec la joie d'avant et qui m'a fait me sentir bien un peu dans ma peau. C'est pour ça que je l'ai toujours dit, c'est trop important de prendre soin de soi. C'est ça. Et après, ça passe par n'importe, c'est propre à chacun. Hein. Oui, tout le monde a vraiment envie d'être à fond dans la coquetterie. Bien sûr. Mais en même temps, ça peut être une petite touche, ça peut être de plein de façons différentes. En fait, il faut arrêter de vouloir se cacher dans les vêtements. Ouais. Et je me dis déjà qu'il y a le fauteuil qui est là, qui nous plombe avec 12 kilos de ferraille. C'est clair. Et du coup, c'est important que les gens puissent nous voir nous et oublient le reste. Ouais. Et si on habillait tout en gris, de façon tristoune, qu'on n'est pas du tout apprêté, etc., je pense que les gens nous regardent avec un peu trop de pitié. Du coup, on dégage autre chose quand on... Ah mais ça, j'en suis persuadée. Le même avis, écoute, je te souhaite vraiment d'arriver à cette étape et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, qui sait. Ouais. Je te souhaite, on en reparlera d'ici quelques années. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. D'être venue sur le moment. Merci. Très plaisir. J'espère que ça vous aura plu.